Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue à ce webinaire sur les ventes et comment améliorer vos ventes. Alors, avant de démarrer, j'aimerais peut-être faire une présentation de moi pour que vous voyez pourquoi je donne ce cours, pourquoi je pense que j'ai la capacité et la connaissance évidemment en vente. La plupart des gens me connaissent surtout désormais comme auteur, comme conférencière, comme coach. Et peu de gens connaissent ma vie qui a été avant tout ça, qui a été quand même une grande partie de ma vie, où j'ai commencé dans les ventes. Et en fait, j'étais dans les ventes, j'ai commencé avec l'entreprise de mes parents, où j'ai travaillé derrière la caisse à partir de l'âge de 8-9 ans. Alors, depuis les 8-9 ans, j'ai eu l'expérience d'être en contact avec des clients, de leur parler et de vendre. Donc, ce qui fait en sorte que lorsque j'ai fait une maîtrise en histoire des communications, quand j'ai fini ma maîtrise, j'ai débouché sur un emploi en vente publicitaire, marketing, ce qui a fait en sorte que j'ai passé de nombreuses années à produire de l'argent en fait pour les entreprises dans lesquelles je travaillais. Et j'étais, dans toutes les entreprises, j'étais la numéro 1 en termes de vente et développement des affaires. J'ai rapidement monté les échelons. Je suis devenue donc gestionnaire de vente, gestionnaire marketing, développement d'affaires. Et j'ai eu, en fait, on me donnait souvent les cas les plus difficiles comme vendeuse ou en développement d'affaires. Donc, il y a même une compagnie qui a dit si Celica n'arrive pas à vendre ce produit, personne n'arrivera à le vendre. Donc, depuis le début de ma carrière, j'ai vraiment impressionné mes employeurs par mon habileté à vendre qui semblait être naturelle. Pour moi, j'y ai travaillé très fort parce que je voulais évidemment réussir. Évidemment, j'étais payée sur commission seulement, donc il y avait intérêt à ce que je sache vendre, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre. Et ça en était humoristique d'ailleurs, le fait que je sois numéro 1 à chaque fois, parce que, bon, non seulement je produisais énormément d'argent pour les compagnies dans lesquelles je travaillais, mais par rapport à mes camarades, aux autres personnes qui travaillaient avec moi, c'est une réputation qui est restée jusqu'à ce jour d'ailleurs, même si j'ai quitté le domaine des ventes depuis, c'est quelque chose qui est resté et on me rappelle encore à quel point j'étais bonne dans ce domaine. Alors j'aimerais vous donner 21 trucs secrets, vous les appellerez comme vous voulez, qui ont fait en sorte que j'ai réussi dans les ventes et j'aimerais donc que ça vous aide à réussir à vendre également. Alors, à mon humble avis, nous sommes tous vendeurs à un niveau ou à un autre parce que nous essayons tous de nous démarquer, nous essayons tous de faire passer soit une idée, soit un produit, et donc on vend toujours quelque chose. Même lorsque l'on veut rencontrer quelqu'un, un petit ami, ben on se vend, on essaie de séduire, donc c'est une façon de vendre également. Évidemment, on a tendance à tout compartimenter et à dire ah non, 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 quand on vend des produits, on fait de l'argent, c'est une chose. Et pour moi, tout est vraiment similaire dans la manière dont on agit et surtout au niveau mental, la manière dont on doit se préparer et la manière dont on se présente pour réussir. Alors, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez un stylo. Cette conférence est quand même enregistrée, donc vous aurez la chance d'avoir la copie par la suite. Alors, je vais commencer dès à présent. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, la catégorie dont on parle très peu en termes pour augmenter vos ventes et qui vous sera extrêmement utile, c'est la gestion de temps. Alors, on parle très peu de ça et pourtant, à mon humble avis, c'est l'endroit où vous pouvez énormément vous améliorer en termes de capacité de vente.
Alors, qu'est-ce que je veux dire par la gestion de temps? Alors, la gestion de temps, c'est premièrement savoir regrouper les activités ensemble pour ne pas être éparpillé. Alors, la plupart des vendeurs, et j'ai coaché des vendeurs, à un moment donné, j'étais directrice d'une entreprise qui avait une centaine d'agents immobiliers, donc j'ai eu la possibilité de coacher et diriger une grosse équipe. Et sur cette grande équipe de 100 vendeurs, ce dont je me suis aperçue, c'est que justement, énormément de ces gens-là étaient tout éparpillés. Ils faisaient tout en même temps et en fait, ils faisaient rien du tout. Vous allez voir les vendeurs qui réussissent. Comment vous les remarquez? C'est justement parce que vous voyez ils brillent par leur absence. Les vendeurs qui réussissent habituellement sont à leur affaire et ne sont pas présents à papoter et à perdre leur temps. Alors la gestion de temps, c'est un des facteurs déterminants les plus importants pour réussir comme vendeur. Alors dans la catégorie de la gestion de temps, il y a plusieurs éléments qui font partie des secrets pour devenir top vendeur. Alors j'en ai nommé un, qui est le fait d'être organisé et non pas d'être éparpillé. Alors qu'est-ce que ça veut dire être organisé? Ça veut dire marquer tous les jours ou la veille, avant même que votre travail commence, tout ce que vous avez à faire dans la journée. Écrivez-le dans votre agenda ou sur un papier pour être sûr d'être vraiment préparé et organisé le moment, le matin, quand vous allez commencer votre journée. Qu'est-ce que ça veut dire organiser sa journée? Ça veut dire regrouper, ça c'est la deuxième, regrouper les activités similaires pour ne pas s'éparpiller. Sachez par exemple que tout ce qui a pas rapport à la vente directe, le fait de vendre directement, devrait être mis à la fin de la journée. Ce qui veut dire écrire des contrats, ce qui veut dire rappeler des gens qui vous ont laissé des numéros de téléphone qui ne sont pas des clients potentiels, toutes les activités, prendre un café avec vos collègues de travail, toutes les activités qui ne sont pas reliées à la vente ne devraient pas faire partie de votre journée de travail. La plupart des vendeurs, enfin ceux qui ne réussissent pas, donc la plupart des vendeurs, parce que c'est une majorité de vendeurs qui ont des problèmes à vendre, passent leur journée à faire tout sauf de la vente. Et qu'est-ce que la vente en tant que telle? Et la vente, c'est d'être un à un en face de son client à lui vendre. C'est ça la vente. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose qui n'est pas du face à face avec le client ou du téléphone avec le client, donc à chaque fois que vous n'êtes pas avec votre client, vous perdez votre temps. Parce que c'est pas de la vente. Or, la majorité des vendeurs font tout sauf ça. Okay? Parce qu'il y a une peur en fait de la vente. Même les vendeurs ont peur de vendre. Alors on va arriver à ça bientôt. Donc, organisez votre journée pour que justement tous les éléments qui n'ont pas rapport avec la vente soient mis soit hors de votre journée, soit à la fin de la journée, pour vous occuper à vendre seulement. Et on ira sur la méthodologie de vente tout de suite après. Ensuite, si vous faites des activités, faites-les toutes regroupées. Par exemple, si vous appelez des clients, appelez-les les uns après les autres. Si vous écrivez des contrats, écrivez-les les uns après les autres en fin de journée ou en soirée ou à la maison quand votre journée finit. Vous allez au moins doubler, si ce n'est tripler votre productivité et votre réussite, votre niveau de réussite au niveau des ventes. Juste avec ce petit élément-là. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous avez à décrocher le téléphone et à appeler un client, il y a un processus d'apprentissage qui se fait, qui est où est-ce que mentalement vous devez être paré à à vous vendre d'abord, puis à vendre le fait que vous devez avoir un rendez-vous avec le client ou faire un suivi, etc. Ensuite, vous vous lancez dans la papeterie, dans le papier, à écrire des contrats, donc c'est tout un autre apprentissage qui se fait. Et à chaque fois que vous devez passer de l'un à l'autre, vous perdez énormément de temps. Donc, si vous faites une activité à la fois et que vous la faites à répétition, vous avez beaucoup plus de chances d'en faire plus et d'être meilleur à ce que vous faites. Je ne sais pas si vous avez vu le film, ça s'appelait, c'est avec Will Smith,
un film à propos de la quête du bonheur. Et bref, Will Smith doit faire des appels téléphoniques. Et pour être sûr qu'il en fait un maximum, il ne raccroche même pas le téléphone. Et je me rappelle à une époque, j'avais été engagée comme dans une firme de sondage. Il fallait que je fasse des sondages. Et c'était un travail très difficile, je peux vous dire, c'était très difficile. Ça m'a préparé très bien pour être très très bonne vendeuse. Parce que ça aussi, c'est un style de vente, c'est d'être capable de faire dire oui à un client pour, euh, pour qu'il passe son temps, perdre son temps à faire un sondage stupide avec moi. Alors, ce que je faisais, effectivement, c'est que je ne raccrochais pas le téléphone pour être sûr que je n'ai pas le temps d'avoir un doute dans ma tête au prochain client que je vais appeler. Et c'est là où je veux venir maintenant. Quatrième élément, ne permettez jamais au doute de se créer dans votre tête avant de faire un appel téléphonique pour votre client. Donc, à la place de réfléchir entre les appels, ne vous permettez pas cette réflexion, mais attaquez le prochain appel dès que possible. Okay? Donc, organisez votre journée, ne vous éparpillez pas et faites les tâches une à la suite des autres. Et quand vous faites des appels, faites-les rapidement sans réfléchir entre les deux. Ce que vous avez à réfléchir, ce que vous avez à pratiquer, c'est ce qu'on appelle le sales pitch, c'est votre hameçon ou la manière dont vous allez capturer le client. Et c'est là où on rentre dans la préparation. Pour moi, la préparation de la vente se fait bien avant toute vente, bien avant même un emploi en vente. La préparation de la vente, c'est vous préparez vous comme vendeur. Comment on se prépare pour être vendeur? Eh bien, la première chose à faire, c'est de savoir qui vous êtes, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, et comment vous pouvez tourner tout cela à votre avantage. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique comme personne? Parce que je ne serai probablement pas la première à vous dire ça. Eh bien, vous, pour être vendeur, vous devez d'abord vous vendre vous. Hein? Tout le monde le dit, c'est évident, on a comme acquis cette notion-là. Mais alors, si vous voulez vous vendre vous, qu'est-ce qui fait que quelque chose se vend ou ne se vend pas? C'est son aspect unique. C'est les qualités particulières qui font en sorte que l'on se distingue des autres. Alors, je dirais, c'est la chose la plus importante, c'est de vous asseoir, de prendre le temps, peut-être ce week-end, et d'écrire dans un cahier toutes les qualités que vous avez qui pourraient être à votre avantage ou qui pourraient vous bénéficier. Vous pouvez aussi trouver des défauts qui peuvent vous être utiles, qui peuvent vous démarquer par rapport aux autres. Se démarquer, c'est important parce que dans le monde dans lequel on vit, les gens sont harcelés, reçoivent énormément de sollicitations, de demandes, d'offres. Et donc, pour qu'il y en ait une qui retienne leur attention, il faut qu'elle soit unique. Et par conséquent, il faut que le vendeur lui-même soit unique. Nous sommes tous uniques, nous avons tous des qualités différentes. Ça, c'est la première chose. Donc, passez du temps à savoir qui vous êtes, à vous connaître et à savoir comment vous pouvez vous rendre le plus aimable possible ou vous faire remarquer ou vous distinguer par rapport aux autres. C'est très important. Ensuite, lorsque vous avez un emploi comme vendeur, vous avez à développer ce qu'on appelle le sales pitch. Et quel est-ce que le sales pitch? C'est justement la capacité de faire une ou deux ou trois phrases de vente pour accrocher votre acheteur ou la personne que vous allez appeler pour l'accrocher immédiatement. Alors, sachez que si vous vous présentez à un rendez-vous, ça va prendre environ 15 à 30 secondes, une minute maximum, gros maximum, pour que la personne en face de vous s'est fait une opinion sur vous. Ça prend pas plus de temps que ça. Et ensuite, malheureusement ou heureusement pour vous, tout le reste de la conversation, la personne va essayer inconsciemment de prouver que sa première impression était vraie. Tout ça se passe dans l'inconscient. Par conséquent, vous avez intérêt à faire en sorte que les 15 ou 30 premières secondes soient impeccables pour accrocher votre acheteur. Il y a des moyens de se faire et nous allons
les voir ensemble. Au téléphone, ça prend moins que ça. Au téléphone, ça prend environ 10 secondes pour que la personne se fasse une opinion sur vous. Alors, si vous commencez l'appel avec des c'est fini. Vous allez perdre votre répondant. Par conséquent, il est préférable de répéter avec des amis ou même tout seul, de répéter sans cesse le pitch que vous allez donner pour justement être en mesure de le donner de manière impeccable à votre acheteur. Sachez d'ailleurs que si, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire des appels les uns après les autres, parce que comme ça votre pitch est impeccable et une fois que vous l'avez fait une fois, 10 fois, 100 fois, ben, vous êtes vraiment bon à le faire. Donc répétez-le un maximum de fois. Répétez la chose qui va accrocher la personne. Et trouvez donc une particularité de ce que vous vendez qui justement va attirer l'attention de la personne qui vous répond. Ça, c'est dans la catégorie préparation à la vente. Préparation à la vente, c'est une préparation mentale aussi. Comment se prépare-t-on le mieux à la vente? C'est de faire la liste de toutes les objections que l'on pense que son client va avoir à un moment ou à un autre, ou que l'on a vu auprès d'autres clients, par exemple. Alors, procurez-vous encore un papier, un stylo, et notez toutes les objections que vous pensez que votre client peut avoir, qui va vous mettre mal à l'aise. Pourquoi les vendeurs ont des problèmes à vendre? La plupart des vendeurs, c'est parce que vous avez un problème avec le rejet, avec la négation, avec le fait qu'on va vous dire non, on va vous raccrocher au nez, et je dirais, cette peur est tellement viscérale chez beaucoup de vendeurs qu'ils vont faire de l'auto-sabotage pour être certains de ne pas arriver au moment critique où est-ce qu'ils vont devoir demander un oui de la part du client. Il y a des moyens de remédier au fait que le client a plus de chances de dire non que oui, et on va les regarder rapidement. Mais avant ça, l'important, c'est de vous-même être à l'aise avec toutes les objections que le client peut vous apporter, parce que en connaissant ces objections-là, vous aurez beaucoup moins peur d'y répondre. Alors, on va tout de suite démystifier le non. Beaucoup d'entre vous savent déjà, probablement, qu'un non, c'est pas un vrai non. C'est quand on parle à un client. La plupart du temps, un non, ça veut dire que vous ne l'avez pas assez convaincu ou qu'il y a des objections qui ont été non répondues. La plupart des objections que le client va vous donner est une objection par rapport au prix. Ils vont dire non, c'est trop cher pour moi, non, je ne peux pas me le permettre, etc. Mais le prix, c'est très, très, très souvent un camouflage pour une autre objection derrière. Et la meilleure manière de connaître quelle est la vraie objection derrière, c'est de dire au client, si le prix n'était pas une objection, si disons, le prix était réduit ou vous aviez la possibilité de vous l'acheter, est-ce que vous achèteriez ce produit-là? Et vous laissez le client répondre. Le client va alors vous dire non, mais il y a aussi ça qui me dérange, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Donc là, vous allez découvrir les vraies objections derrière le prix. C'est très important de prendre le temps de découvrir les objections. Et la plupart des vendeurs font l'erreur de ne jamais vouloir découvrir les objections parce qu'ils ont peur que c'est un non. Et la plupart des vendeurs ont peur du rejet. Alors, rappelez-vous toujours que le nom d'un client, même le nom catégorique à la fin, quand si vous avez fait tout votre travail, eh bien le nom d'un client n'est jamais un rejet de vous, de votre personne. Ce n'est pas une attaque personnelle. C'est un non, un rejet de ce que vous essayez de lui vendre. Donc évidemment, il ne faut pas le prendre personnellement. Mais si vous avez toutes les objections par avance sur papier et que vous avez déjà préparé les réponses à toutes les objections possibles, eh bien, vous allez être heureux de pouvoir lui demander, bien, donnez-moi vos objections parce que j'aimerais pouvoir y répondre. Ça va vous aider énormément
à avancer au niveau de la vente. Préparation de la vente au préalable n'est pas seulement de lister toutes les objections, mais de vous faire aussi, je vous dirais, une opinion très claire sur qu'est-ce que vous essayez de vendre, quelle est la compétition de votre produit, quels sont les avantages à aller avec votre produit ou votre service par rapport à ceux de votre compétition. Et de ne pas vous cacher par rapport à la compétition, mais d'être ouvert et franc et de voir dans la compétition quels sont leurs, je dirais leurs défauts pour être capable, non pas de les descendre directement, mais de pouvoir parler ouvertement aussi des objections que l'on peut avoir à acheter un autre produit que celui que vous vendez. Alors, une fois que vous êtes préparé avec vos objections, vous pouvez très facilement communiquer aux clients. Et même moi, ce que je faisais, c'est que je sortais les objections durant ma présentation de vente. Donc, avant même que le client m'ait parlé de ses objections, je les lui apportais pour être certaine, comme ça qu'il n'en ait plus à la fin de la conversation. Ça mettait souvent le client à l'aise parce que ce qui rassure le client, c'est que lorsque nous sommes à l'aise avec les objections qu'il peut avoir. Ça veut dire, oh, ben alors, c'est pas grave. Quand vous êtes mal à l'aise avec les objections, le client, inconsciemment, a le sentiment que vous lui cachez quelque chose, qu'il y a un problème et que vous essayez de cacher ce problème-là. Pourquoi les gens ont des objections? C'est parce que si vous avez peur du rejet et que vous avez peur du non, les clients de leur côté, tous les clients, même vous êtes aussi client, on est tous clients de quelqu'un, détestent faire une erreur, détestent se tromper, détestent gaspiller leur argent, on déteste, c'est une des peurs viscérales que la plupart des gens ont, c'est la peur de l'échec, la peur de se tromper. Alors imaginez, vous avez la peur des objections, lui, il a la peur de se tromper. Et c'est des peurs qui, en fait, se nourrissent mutuellement. Alors, pour essayer de convaincre ou de persuader ou de vendre un produit à votre client, bien, c'est important de justement permettre à toutes ces objections de sortir pour que le client ne se dise, ah ben, je vais pas être vu comme un imbécile, ce n'est pas le mauvais choix, c'est un très bon choix que je fais. Et donc, c'est un élément important que de rassurer le client en répondant à ses objections. Donc, d'être prêt à l'avance pour les objections. Lorsque vous présentez D'ailleurs, avant ça, lorsque vous appelez le client pour faire une présentation, 80 à 90% des vendeurs font une erreur phénoménale. Ils n'appellent le client qu'une fois, 2 fois ou 3 fois. Sachez que ça prend environ 5 à 6 et parfois même 7 appels, 7 contacts clients avant que le client dise oui. Oui à un rendez-vous, oui pour acheter un produit, oui pour quoi que ce soit. Par conséquent, c'est la persévérance et la détermination qui font le bon vendeur. Donc, ne vous laissez pas abattre ou n'abandonnez pas lorsque le client n'a pas répondu à l'appel la première, la deuxième, la troisième ou la 7e fois. J'ai un exemple là-dessus qui est assez amusant. Il y avait une agence de publicité que je voulais décrocher. En fait, je voulais l'avoir comme client de la compagnie pour laquelle je travaillais. Et j'étais mise sur ces comptes-là, les gros comptes avec qui on avait de la difficulté. C'était un gros compte automobile qui pouvait nous rapporter énormément d'argent. Et je l'ai appelé. Il n'a jamais répondu. En fait, sa secrétaire qui disait toujours qu'il n'était pas là. Et à un moment donné, je l'ai appelé, je pense, le 22 décembre en après-midi. Tout le monde faisait la fête dans le bureau. Et je me suis dit, je vais l'appeler, je vais juste lui laisser un message de Joyeux Noël. Et c'est lui qui a répondu parce que sa secrétaire était partie pour les fêtes. Donc, il n'y avait plus personne au bureau. Il a répondu. Et c'est là que je l'ai eu au téléphone. Et il m'a dit, j'en reviens pas. Je vais vous rencontrer parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de détermination, autant de persévérance que vous. Donc oui, je vais vous rencontrer et vous pourrez me faire votre vente, votre pitch de vente
parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Il a même essayé de m'engager par la suite, tellement il avait été épaté par ma détermination et ma persévérance. Donc c'est très important et ça montre que vous êtes certain de ce que vous vendez. Parce que moi j'ai toujours vendu des produits dans lesquels je croyais. Et si vous croyez dans ce que vous vendez, si vous savez que ça va faire une différence auprès de votre client, pourquoi est-ce que vous arrêteriez de vous acharner à vouloir le vendre? Il n'y a aucune raison, au contraire. Vous aimeriez continuer le plus possible pour vous rendre à la vente parce que vous savez que ça va aider votre client. Si vous savez que vous avez quelque chose, un produit qui va l'aider d'une manière ou d'une autre, c'est sûr que vous allez vouloir lui vendre et lui expliquer à quel point ça a du bénéfice pour lui. Si vous êtes insécure, si vous n'êtes pas capable de répondre aux objections, c'est parce que quelque part, lui, il ressent que vous n'êtes pas sûr que ça va l'aider, ce produit-là. Donc, c'est très important de persévérer et donc d'être déterminé. Lorsque vous appelez votre client, lorsque vous avez une présentation, il y a une règle à suivre qui est très importante. C'est probablement que vous la connaissez, mais c'est une règle que j'ai suivie et qui est excessivement, qui m'a beaucoup aidé. C'est la règle des 3 oui. Essayez au maximum d'avoir des questions fermées pour votre client en début de conversation qui va lui faire dire oui. Pourquoi? Parce que mentalement, il va être plus apte ou plus en direction d'une éventualité favorable, d'une ouverture d'esprit sur la vente. Si vous commencez la conversation avec la personne, elle dit non 3-4 fois, il se retrouve dans un état mental dans lequel il est déjà dans la négation. Alors ça va être beaucoup plus difficile de lui faire dire oui par la suite. Une autre astuce qui fonctionne beaucoup, et c'est encore pour, je vous dirais, pour rassurer le client, pour le mettre dans un état mental qui est plus flexible, qui est plus ouvert à des propositions ou à toute votre présentation de vente, c'est de lui parler de vacances. Pourquoi? Parce que lorsqu'on associe une rencontre avec des vacances, on l'associe avec quelque chose d'agréable, avec quelque chose de positif, avec quelque chose d'amusant, avec quelque chose de relaxant. Alors comment fait-on? Comment se fait-on? Eh bien, au début de conversation, donc vous avez obtenu 3 oui du client en lui posant une question simple, facile, qui ne parle pas du tout de votre produit. Et ensuite, parlez-lui de « Oh, vous avez un beau teint et vous allez en vacances dernièrement » ou bien « Oh, je suis heureuse de d'avoir pu vous rencontrer parce que je reviens de vacances moi-même, etc. » Donc, sortez le mot « vacances » dans la conversation, ça va mettre le client beaucoup plus à l'aise. C'est un petit truc un peu fou, mais qui marche toujours. La prochaine étape, qui est très importante, c'est l'étape rencontre avec la cliente. La plupart des gens font l'erreur phénoménale de vouloir vendre au client immédiatement. Et c'est une erreur tellement gravissime que ça vous fait perdre des ventes. Dans la plupart des cas, ça va fermer le client à l'achat. Alors, il y a un petit dicton en anglais qui dit que personne n'aime se faire vendre quoi que ce soit, mais tout le monde aime acheter. Les gens sont des acheteurs. C'est juste qu'ils n'aiment pas qu'on les amène à acheter. Ils veulent acheter d'eux-mêmes. Et la meilleure façon d'acheter de soi-même, c'est d'écouter le client. Donc, la première étape à toute présentation, peu importe ce que vous essayez de vendre, c'est de poser des questions. Un des meilleurs vendeurs au monde avait déterminé qu'il y a environ 25 questions que vous pouvez poser à un client au tout début pour vous assurer de, non seulement pour le mettre à l'aise et pour qu'il puisse évidemment vous parler de tous ses besoins, mais aussi, vous pouvez même lui dire que c'est pour réduire la perte de temps. Vous pouvez lui dire, moi j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous proposer, vous êtes une personne extraordinaire,
Ça ne veut pas dire que mon produit ou mon service est fait pour vous. Et avant d'aller dans une présentation de vente, j'aimerais vous connaître davantage pour être sûr que ce que je vais vous proposer, ça marche pour vous. Ça met le client extrêmement à l'aise parce qu'il se dit, ah, celui-là, il n'est pas là pour nous vendre à tout prix. Il veut vraiment mon bien, d'abord et avant tout. C'est un élément crucial, fondamental dans la vente que la plupart des gens ratent. La plupart des gens attaquent immédiatement la vente. Que ce soit dans un magasin de chaussures, que ce soit dans une présentation corporative pour signer $1 million, peu importe, poser des questions va mettre l'autre personne à l'aise. Posez-en un maximum sans avoir l'air d'être une machine à questions, mais en ayant vraiment le sens que vous écoutez le client, ses besoins, pourquoi il est venu à vous, pourquoi est-ce qu'il a répondu à votre appel, pourquoi est-ce qu'il a pris le temps de vous rencontrer. Donc c'est très important pour la suite, parce que si vous proposez sans avoir au préalable connu la personne, bien celle-ci va penser que vous voulez vendre à tout prix et qu'en fait vous vous moquez d'elle. Si vous laissez d'abord la personne étaler ses priorités, étaler tout ce dont elle a besoin, ça va être beaucoup plus facile par la suite, non seulement de lui vendre, mais d'utiliser tout ce qu'elle vous a dit pour montrer ou démontrer que votre produit justement satisfait ces besoins-là. Si vous ne connaissez pas les besoins du client, comment allez-vous lui dire que ça satisfait ses besoins? Même dans un magasin de chaussures, si quelqu'un a mal au dos, il y a des problèmes, une fille a mal au dos, vous n'allez pas lui offrir nécessairement des chaussures qui ont les plus hauts talons du magasin. Si quelqu'un a des problèmes de pied, vous allez effectivement essayer de trouver des chaussures qui vont à ce pied-là. Et pour ça, il faut poser des questions. Quelle est votre pointure? Est-ce que vous avez des couleurs que vous préférez? Peu importe. Donc, dans n'importe quel domaine dans lequel vous allez travailler, vous devez poser des questions. Plus vous posez des questions, plus la personne est à l'aise. Il y a quelque chose aussi de fondamental et très important en début de relation avec le client, c'est l'humour. Essayez de le faire rire. Je dis pas, ne faites pas le guignol nécessairement, mais essayez de le faire rire en peut-être dénotant quelque chose qui est humoristique sur vous, de vous moquer de vous. La plupart des vendeurs pensent, avec tort, qu'ils doivent être surhumains devant leurs clients, qu'ils doivent se montrer comme s'ils étaient une machine exceptionnelle, un produit exceptionnel et tout ça semble faux. Surtout lorsque vous avez des clients qui sont très expérimentés, c'est-à-dire des gens qui sont dans leur domaine depuis quelques années. Parce qu'ils vont voir à travers tout ça, ils vont dire, bon, celui-là, il se la joue trop, il doit essayer de me cacher quelque chose. Alors que si vous êtes humain avec vos gaffes, avec vos erreurs, avec en sachant rire de vous, et je ne dis pas, encore n'exagérez pas être guignol, bien que j'ai connu des gens qui étaient guignols et qui réussissaient très bien la vente, essayez d'avoir un peu d'humour et de vous moquer un petit peu de la personne que vous êtes. Ça va faire en sorte que vous allez devenir beaucoup plus humain et vous allez être beaucoup plus abordable pour le client. Donc, il va moins vous voir comme une machine à vendre et plutôt comme un humain qui va avoir une relation avec un autre humain. Il y avait une de mes directrices en vente à un moment donné qui m'avait dit, pour être le meilleur vendeur au monde, il faut toujours avoir faim, continuer à toujours avoir faim, être affamé pour le client, mais toujours avoir l'air repu devant le client. Donc, ayez toujours l'air comme si vous aviez bien mangé devant le client et continuez à être affamé, donc d'aller chercher le client et ne jamais baisser les bras. Mais il faut avoir cet air détendu, détaché et pensez toujours que votre relation avec le client est une relation à vie. La plupart des vendeurs font une erreur monumentale, c'est de voir la vente comme un moment court dans une vie.
de voir la vente comme je lui vends, il dit oui et c'est fini. Et ce n'est pas le cas. Et c'est dommage parce que la plupart des vendeurs ainsi perdent le client à vie, justement. Oui, il y a des clients que j'ai eus qui ont changé d'entreprise. Quand j'ai changé d'entreprise, ils m'ont suivi carrément. Tout ça, c'est dans l'art de bâtir des relations long terme. Et pour bâtir des relations long terme, justement, il faut prendre le temps d'être avec son client. Pour que ce client-là vous aime, vous, comme personne. Et ensuite, peu importe ce que vous lui vendrez, il n'achètera pas votre produit, il vous achètera vous, la relation qu'il a bâtie avec vous. De plus, tentez toujours de vous présenter et d'agir comme si vous étiez un conseiller, pas un vendeur. Vous conseillez votre client sur la meilleure chose à faire, donc sur le meilleur produit à acheter, et il se peut que ce soit ce produit-là à ce moment-là. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce sera toujours votre produit à ce moment-là qu'il va acheter. Et ça, c'est vraiment l'art d'être un excellent vendeur. Parce que si vous démontrez à votre client que vous êtes un conseiller, je vous garantis que par la suite, c'est vous qu'il va appeler pour demander qu'est-ce qu'il devrait acheter, quel est le meilleur choix à faire. Et quand il fera ça, c'est que c'est un client qui est avec vous à vie. Une autre erreur que les vendeurs font, et qui est en fait une astuce pour devenir top vendeur, c'est d'être toujours vendeur. Alors, des fois, je compare avec les relations lorsqu'on essaie de se marier. Pour la vente, c'est la même chose. Donc, si vous voulez vous marier, vous allez effectivement essayer de faire la cour à la demoiselle ou au monsieur pendant longtemps. Vous n'allez pas essayer de lui sauter dessus et de l'amener directement dans votre lit. Mais c'est de ça dont je parle quand je vous dis d'élaborer une relation avec le client sur le long terme. Parce que vous voulez que ce client se marie à vous, c'est-à-dire reste avec vous pour le restant de votre carrière. Et j'ai des clients, même maintenant, je suis plus du tout dans la vente, le style de vente que j'ai fait auparavant, et je leur parle encore. Donc, et ils achètent encore, évidemment, plus la même chose. Mais c'est une relation qu'il est important de développer. Et la plupart des gens voient sur le court terme et oublient le long terme. Ça, c'est très dommage, très dommageable. Okay? Donc, pensez mariage et donc pensez à établir une relation sur le long terme. De même, la plupart des gens, quand ils essayent de se marier ou essayent de se mettre en couple, le font à certaines heures ou à certains moments de la journée. Ah, je sors en boîte de 9 heures le soir ou minuit à 3 heures du matin, c'est là où je vais essayer de me caser. Ou bien, je vais sur des sites de rencontres, c'est de telle heure à telle heure, et ne pense pas que tout le reste de la journée, il y a la personne de leur rêve qui peut-être se balade dans la rue, peut-être achète au même magasin qu'eux, donc ils sont pas en mode séduction toute la journée, alors que c'est ce que vous voulez, vous devriez être en mode séduction toute la journée. C'est la même chose pour la vente. La plupart des vendeurs vendent durant leurs heures de travail. C'est-à-dire, j'ai commencé à 9 heures du matin, je finis à 5 heures l'après-midi, c'est à ces heures-là que je suis vendeur. Sauf que dans la réalité, vous devriez être vendeur tout le temps. Parce que vous ne savez pas si, en allant au resto, la serveuse n'aura pas envie d'acheter votre produit. Vous ne savez pas si la caissière n'aura pas envie d'acheter votre produit. Les gens qui sont vendeurs tout le temps augmentent leurs revenus d'une manière exponentielle parce qu'ils voient chaque personne comme un client potentiel. Et effectivement, chaque personne peut être un client potentiel. Et si ce n'est pas un client direct, ça va être un client indirect qui va peut-être vous fournir le nom de quelqu'un d'autre. Pour terminer, j'aimerais parler des éléments fondamentaux ou très importants pour vendre ou clore une vente. Pardon, je perds ma voix. À un moment, j'ai eu une grippe assez forte la semaine dernière et j'ai encore quelques problèmes avec ma voix. Donc, alors, si vous voulez bien fermer une vente, et c'est là où la plupart des vendeurs ont du mal, je vais vous dire, normalement, si vous avez 10
10 pitchs de vente que vous faites, 10 clients que vous rencontrez, vous devriez normalement fermer à un rythme de 7,5 à 8 ventes sur 10. Si vous fermez moins que 8 ventes sur 10, vous perdez votre temps dans votre domaine. Okay? La plupart des vendeurs, malheureusement, en ferment 2 ou 3 sur 10. C'est-à-dire que vous perdez 7 clients. Je trouve inadmissible. Moi, j'étais dans les taux très élevés, tout simplement parce que je lâchais pas le client jusqu'à temps qu'il dise oui. Donc, j'avais des taux absolument remarquables. Même en sondage, alors que c'est un domaine extrêmement difficile, j'avais des taux très élevés de répondants. C'est très important de fermer des ventes que vous ouvrez, donc des appels que vous faites, lorsque vous voyez que le client est qualifié, c'est-à-dire qu'il peut, il veut acheter, il a la possibilité d'acheter votre produit et il est un client potentiel pour votre produit. C'est très important de fermer la vente et de ne pas perdre ce client, parce que c'est du temps que vous avez investi et on ne faut pas se le cacher, mais on est quand même un nombre limité, même si on est 7 milliards sur la planète, quand même un nombre limité de gens. Vous ne voulez pas brûler à travers vos listes de clients sans en fermer assez. J'ai coaché une dame qui avait besoin de faire 4 ventes. Elle était en immobilier, elle avait besoin de faire 4 ventes par mois pour battre ses records de vente. Eh bien, à la fin de mon coaching, elle était capable de ne parler qu'à 4 clients par mois et fermer 4 ventes par mois. Donc, elle avait 100% de taux de réussite. Alors, c'est extraordinaire parce que ça lui permettait d'avoir énormément de temps libre parce qu'elle avait justement développé l'art de bien fermer les ventes. C'est un art à développer. Et comme tout art, comme tout exercice, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez vous améliorer, plus vous allez devenir expert dans cette pratique. Alors, quelques points à savoir pour bien fermer la vente. Et je pense que c'est là où la plupart des gens commettent des erreurs ou n'arrivent pas à vendre parce qu'il y a la peur du non. Si vous avez déjà parlé des objections, de tout ce que le client pourrait dire pour ne pas vendre, quand vous arrivez à la clôture, normalement, vous aurez beaucoup plus de chances que le client vous dise oui. Donc, préparez-vous en regardant toutes les objections à l'avance pour ne pas être pris à la fin avec plus d'objections. Ensuite, demandez la clôture de la vente. Demandez la signature du contrat. Et ça, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de vendeurs. Et je me rappelle quand je faisais du coaching de vendeurs en entreprise, les vendeurs développaient des relations avec les clients et c'est tout ce que ça restait, des relations avec les clients. Alors, ils les appelaient une fois par semaine. Mais ils n'avaient jamais demandé la vente, demandé la fermeture, de dire alors, monsieur le client, maintenant que nous avons parlé de tout ça, hein, vous en prenez un ou vous en prenez 10? Comment vous allez payer? Par carte de crédit ou par chèque? Fermez la vente. Mais le client ne le fera pas pour vous. Ça, c'est à vous de le faire. À un moment donné, il faut que vous demandiez en mariage. Je veux dire, à un moment donné, il faut fermer la vente. OK? Et ça, il faut que vous mettiez ça dans votre tête. De plus, trimballez-vous toujours avec vos contrats avec vous. Okay? Toujours. Parce que vous ne savez pas à quel moment le client peut dire oui. Il peut peut-être même dire oui immédiatement la première journée dès que vous le voyez. Mais si vous n'avez pas de contrat, vous perdez l'occasion de signer là immédiatement la vente. Votre temps est précieux. Donc, lorsque vous avez fait tout ce travail, c'est évidemment essentiel que vous clôturiez la vente pour pouvoir justement aller au prochain client. Une erreur que la plupart des vendeurs font, à part le fait de ne pas amener leur contrat ou de ne pas demander la fermeture de la vente, c'est de ne pas laisser du silence. Vous avez fait votre présentation, vous avez répondu à ces objections, et là, vous lui demandez la vente. Donc, c'est le temps de signer, monsieur le client. Et là, vous laissez du silence. Ne parlez plus.
la plupart des clients, des vendeurs, ont énormément peur du silence. D'ailleurs, tout le monde a peur du silence, du vide. Donc, la plupart des vendeurs ont énormément peur de laisser ce silence-là. Mais ça va permettre aux dernières objections de sortir s'il y en a. Et ça va permettre aussi au client de réfléchir pour être sûr qu'il ne fait pas une erreur, pour être certain de lui quand il va signer. Et ce silence-là, d'ailleurs, le premier qui le remplit, c'est celui je dirais, qui perd le jeu, qui perd au jeu. C'est celui qui rend les armes. Donc, c'est mieux que ce soit le client qui brise ce silence pour soit vous poser une autre question, soit dire une autre objection, ou soit effectivement signer. Il faut lui laisser la chance de réfléchir. Il faut lui laisser cet espace essentiel. Et en plus, c'est que personne n'aime les silences. Ça met énormément de pression sur le dos de l'autre personne lorsque vous faites un silence. Et ça peut être vraiment à votre avantage. Donc, ne parlez plus, mordez-vous la langue, faites ce que vous voulez, comptez les secondes. Moi, à un moment donné, j'avais un gros contrat signé avec un gros client et j'avais fait tout le truc, tout le machin. Schmidtwig, à la fin, j'ai arrêté de parler. J'ai arrêté de parler pendant 3 minutes. 3 minutes de silence. J'avais l'impression que c'était une éternité. J'ai compté les secondes. Mais en fait, le monsieur avait besoin de réfléchir. Il avait besoin de calculer ses budgets, il avait besoin de voir si ça rentrait dans ses budgets, il avait envie de voir s'il ne pouvait pas en acheter plus ou moins. Il avait besoin d'être sûr de lui avant de signer. Et il a signé. Mais de ne pas laisser cet espace-là, d'essayer de survendre, c'est-à-dire vous avez déjà vendu, le client doit réfléchir, et là vous en remettez, c'est là où vous le perdez, parce que c'est là où il va voir vos insécurités. D'accord? Donc, laisser ce silence-là, c'est fondamental. Au niveau des objections, d'ailleurs, sachez qu'une objection, c'est le premier signe qu'un client a du potentiel d'achat. Parce qu'un client qui n'est pas vraiment, même pas intéressé par quoi que ce soit que vous dites, ne va même pas apporter des objections. Parce qu'il ne sera même pas il n'aura aucun intérêt pour vous. Le fait d'apporter des objections, c'est le fait que la personne, justement, a de l'intérêt, mais pas 100%, pas assez d'intérêt, pas 100% d'intérêt pour ce que vous offrez. Donc, rappelez-vous toujours que les objections ne sont pas des négations, ne sont pas négatives. C'est une ouverture à un échange, une ouverture à une conversation. Et en dernier lieu, la chose la plus importante à faire, que très peu de vendeurs font, donc si vous voulez devenir tel vendeur, après chaque appel, après chaque rendez-vous, après chaque vente, peu importe ce que vous faites dans ce domaine, ayez un calepin avec vous, un stylo, et notez les 5 éléments qui ont été à votre avantage, les 5 choses que vous avez fait qui étaient extraordinaires, et les 5 choses que vous pourriez améliorer. Si vous faites ça après chaque rendez-vous, vous allez devenir un des meilleurs vendeurs au monde. Personne ne fait ça. Et ce que ça permet, en écrivant juste ces 10 choses, 5 positives, 5 choses négatives, c'est que vous allez voir où sont vos forces et vous allez pouvoir améliorer vos faiblesses. Si vous améliorez une petite faiblesse à chaque fois, oh, j'ai pas assez posé de questions, oh, j'ai pas assez écouté, j'étais pas présent, je pensais à mon chat, je pensais à mes dettes, je pensais à machin, je pensais pas aux clients. Ah, la prochaine fois, je vais le faire mieux, la prochaine fois, je vais le faire mieux. Si à chaque fois, vous améliorez un petit peu, je vous garantis qu'au bout de quelques mois, vous allez être au top, au top, au top de votre vente. Et pour conclure une vente, quand le client a signé, quand il vient de signer, habituellement, dans la majorité des cas, il est content. Il est content parce qu'il vient de signer, il vient d'acheter, il est donc dirigeant de sa décision. Il a pris une décision, et la plupart des gens, quand ils prennent une décision et que finalement, ils se tiennent derrière leur décision, ils sont heureux. C'est là où il faut applaudir le client. Il faut lui donner une tape dans le dos
lui démontrer qu'il a bien fait. Bravo pour votre décision, bravo pour votre achat. Vous allez être content. Et là, lui expliquer la prochaine étape. Et maintenant, monsieur le client, on va vous livrer le produit d'ici une semaine, ou bien je vais vous appeler la semaine prochaine pour finaliser les détails. Donc, dites-lui quelle est la prochaine étape. La plupart des vendeurs ont le contrat signé et filent à 100 000 km à l'heure, comme s'ils avaient peur que le client revienne sur sa décision. Mais continuez la conversation avec votre client une fois qu'il a signé. C'est pas merci, au revoir, je ne veux plus jamais vous voir maintenant que j'ai fait tout ce travail. Au contraire, le client a déjà dit oui. Donc, entretenez cette relation-là avec les clients qui vous disent oui. Appelez-le régulièrement. Envoyez-le, même maintenant dans les magasins de chaussures, je pense qu'ils prennent votre courriel, votre email, pour justement continuer la conversation avec le client, pour continuer à envoyer des messages, envoyer des mots. Donc, continuez cette relation. Ne la laissez pas disparaître. C'est quelqu'un qui vous a déjà dit oui. De plus, pour finir, lorsque vous avez ce client, lorsqu'il vous a signé, lorsqu'il a dit oui, lorsqu'il est content de lui et tout, posez-lui la question très simple. Vous êtes content, monsieur le client? Je suis certaine que vous avez 3 autres personnes en tête qui pourraient aussi bénéficier de ce que je vous ai proposé. Il y a 2 choses qui se passent dans la tête du client. La première, c'est qu'on n'aime jamais être le seul à avoir acheté quelque chose, parce qu'on ne veut pas être le seul imbécile à s'être fait avoir si on rate notre coup. C'est une conversation inconsciente que l'on a. Et deuxièmement, si c'est une bonne occasion, on veut justement faire profiter ses amis pour avoir l'air du héros dans le jeu. Et par conséquent, lui demander des références, lui demander d'autres personnes qui pourraient acheter votre produit, peut en fait faire plaisir à votre client. Il va dire oui, en effet, je connais Georges, Pierre et machin. Si vous posez cette question-là à votre client et que vous laissez un silence, donc vous lui permettez la réflexion pour qu'il vous donne des noms, et que vous demandez à votre client, est-ce que je peux dire que c'est vous qui m'avez référé, vous allez voir, ça va être impressionnant à quel point vous allez augmenter votre niveau de vente. Parce qu'il n'y a rien mieux dans une vente que d'avoir quelqu'un qui vous a référé. Un client référé, c'est 90% de la bataille de gagner. Parce qu'un client référé a déjà presque dit oui, parce que son ami ou quelqu'un qui connaît a dit oui et est dans votre camp, je dirais. Alors, j'espère que cette mini-conférence vous a un petit peu aidé. J'aimerais effectivement vous inviter, si vous avez besoin, à prendre les services d'un coach, un coach d'affaires. Je suis coach d'affaires également. Donc, si jamais vous voulez aller plus loin, et je pense que ceci, c'est uniquement un petit webinaire en 1 heure, on peut absolument pas, évidemment, retracer les 15-20, même plus d'ailleurs. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai réfléchi, comme j'ai commencé à 8 ans, je dois avoir presque 30 ans d'expérience dans le domaine de la vente. Alors, non-stop, parce que je n'ai jamais arrêté de travailler depuis l'âge de 8 ans. Alors, c'est sûr que 30 ou 40 ans d'expérience ne peuvent pas être décrites en 1 heure de webinaire, en moins d'1 heure. Donc, si vous avez besoin de coaching, n'hésitez pas. Je vais aussi vous envoyer un lien pour un cours de Brian Tracy. Brian Tracy est un expert dans la performance et la gestion de temps. Je vais vous envoyer un lien si jamais vous êtes intéressé à vous procurer ce cours audio. Il est remarquable. Je l'ai traduit en français. J'ai passé 300 heures pour le traduire. Donc, ça vaut vraiment la peine de vous le procurer et de l'utiliser. Il y a énormément de conseils vraiment qui vont vous aider à non seulement vous démarquer, mais à devenir top vendeur. Alors, j'espère que ceci vous a aidé. J'ai peut-être 2-3 minutes pour des questions si vous en avez. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire évidemment. Sinon, tous ceux qui sont inscrits pour ce cours vont recevoir l'enregistrement, donc vous pourrez le réécouter. Et pour une fois, je décide de le faire un peu plus
un peu plus en douceur que de vous donner des conseils numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais j'ai plutôt voulu les intercaler, les interrelier, que vous voyez les relations qu'il y a entre chaque élément et à quel point chaque chose en fait s'unit pour vous aider à vous démarquer, à augmenter vos ventes. Moi, j'ai beaucoup aimé, si je pouvais donner un dernier conseil, j'ai beaucoup aimé vendre et j'ai jamais vu ça comme de la vente, j'ai toujours vu ça comme un service que je ferais au client, comme un conseil que je ferais. Et j'avais du plaisir en fait à appeler, même à appeler à froid des gens que je connaissais pas, parce que j'étais persuadée que je ferais quelque chose d'extraordinaire et je ne voyais jamais ça comme de la vente. Plutôt, je le voyais comme un jeu où j'essayais en fait d'accumuler des points, d'accumuler de l'argent, mais pas comme de la vente où il y avait toute cette pression associée à être vendeur qui parfois est très péjoratif et très négatif. Oui, alors très bonne question. Comment avoir des clients plus riches? Je suis dans les assurances. Mais ça, je vous dirais que ça va énormément dans un domaine plutôt sur comment augmenter sa richesse, votre richesse personnelle, en fait, comment augmenter l'argent que vous gagnez. Je vais très probablement faire un cours de groupe sur les ventes, mais pas avant septembre. Et dans ce cas-là, je vous invite à suivre le cours. On va beaucoup plus élaborer chacun des aspects de la vente. Et il y aura, comme ce sera un cours de coaching de groupe, il y aura des réponses beaucoup plus détaillées à chacune des questions. Ce que je vous conseille, si ça vous intéresse, j'ai un cours qui commence le 4 avril, qui est en fait sur comment augmenter ses revenus, comment avoir plus d'argent. Et, Et je vous invite à le suivre parce qu'on va beaucoup parler de son propre enrichissement. Et dans la vente, bon, c'est bien beau, on veut faire plaisir au client, on veut l'aider et tout, mais le but de tout ça, c'est parce qu'on veut s'enrichir soi. Et c'est pour ça que vous voulez des clients plus riches, parce qu'effectivement, ça vous amènerait plus d'argent à la fin dans votre poche. Et il y a une méthodologie que j'ai développée pour augmenter ses revenus, augmenter ses finances. Et je vous invite à suivre le cours. Euh, ça va je pense que ça va énormément vous aider à développer plus de ventes. D'ailleurs, le coaching que j'ai fait avec la dame qui fermait 4 ventes par mois, c'était un coaching individuel, évidemment, juste avec elle. Mais il y avait des éléments de vente dedans. Il y avait beaucoup d'éléments que je vais reprendre dans le cours du 4 avril. C'est un cours de 12 semaines et ça pourrait vraiment vous aider à ce niveau-là. Mais comment avoir des clients plus riches? Je vous dirais, c'est de les cibler. C'est de voir, je ne sais pas où vous habitez ou de quelle région vous êtes, mais il y a des moyens de cibler les clients riches. Il y a des moyens de se faire démarquer aussi, de faire des choses que personne d'autre ne font pour, euh, pour se faire remarquer, se faire démarquer de la compétition. Et justement, j'ai enseigné à cette dame différents moyens d'être différente en fait de tous les autres agents, faire quelque chose d'unique et c'est ça qui a augmenté sa réputation aussi. Et je pourrais vous l'enseigner, enfin, si vous me prenez comme coach, mais sinon, suivez quand même le cours le 4 avril, je pourrais aller un peu plus en détail. Euh, c'est pas juste pour avoir des clients plus riches, c'est pour augmenter vos revenus euh, complètement. Alors voilà, donc je vous remercie d'avoir participé. Vous allez recevoir une copie de cet enregistrement et je vais évidemment en faire d'autres, des conférences gratuites sur d'autres thèmes, mais je vous invite évidemment à vous